Bonsoir, nous poursuivons cette série sur les conflits à travers le monde, le paysage stratégique mondial de 1997. La semaine dernière, nous avons proposé un classement des tensions et des conflits pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans nos perceptions. Eh bien, ce classement, cette semaine, nous voulons le soumettre à la critique. La critique, nous avons demandé à Gérard Chaliand de la faire avec des cartes sur lesquelles nous travaillons. Les cartes, il les connaît bien, Chaliand. Il a publié plusieurs atlas sur plusieurs régions du monde et plusieurs thèmes. Et c'est un auteur d'un très grand nombre de livres dont je vous donnerai quelques références tout à l'heure. Alors, les thèses qui courent, c'est qu'au fond, depuis la fin de la guerre froide, on voit une multiplication des conflits à travers le monde. Alors, est-ce qu'il s'agit de confirmer cette thèse ou de l'infirmer? Les points de vue divergent et donc je voulais demander à Gérard Chaliand son point de vue là-dessus quand on regarde un petit peu la carte du monde. Non, à mon avis, statistiquement, il n'y a pas plus de conflits qu'il n'y en avait. Je dirais qu'il y en a un certain nombre qui sont apparus, évidemment, avec l'effondrement du système communiste européen, mais on ne nous parle jamais des conflits qui ont disparu et qui étaient plus ou moins liés à la guerre froide. Voyez-vous, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Angola, l'Érythrée, l'Éthiopie, tout ça, ce sont des conflits qui sont réglés. En Amérique centrale, on en a 3 qui ont disparu aussi, le Guatemala tout récemment, le Salvador, le Nicaragua. Au fond, la guerre froide, d'une certaine façon, n'existe plus qu'à Cuba et puis en Corée du Nord. Dans l'ensemble, il me semble qu'on a surtout braqué les feux de l'actualité à l'époque sur l'Est-Ouest en se désintéressant de ce qui pouvait se passer en Asie, en Afrique, en Amérique latine, sauf quand il y avait une participation comme les Américains pendant la guerre du Vietnam, et que les conflits, pour l'essentiel, étaient limités au Nord. Aujourd'hui, qu'il n'y en a plus au Nord, à quelques rares exceptions près, on braque l'actualité sur le Sud. En fin de compte, on a le sentiment que la guerre froide, c'était presque le bon temps, avec un adversaire déclaré, mais un train-train, et qu'aujourd'hui, au contraire, on dérape dans une espèce de désordre international pire que jamais. C'est faux. Je veux dire que le conflit a toujours existé, il existe toujours, et dans l'ensemble, pour employer un terme à la mode, il est géré. J'allais dire, il est géré, c'est pas très satisfaisant comme formule ou comme concept, parce qu'en ce qui concerne le Koweït, oui, en ce qui concerne la Bosnie, oui, sauf si j'étais bosniaque, mais en ce qui concerne par exemple les Grands Lacs, on n'a pas l'impression d'une gestion ni correcte ni anticipée. Je vous remercie de me reprendre, parce que c'est important de dire effectivement que selon que nos intérêts sont en jeu ou pas, nous sommes présents militairement ou humanitairement, et s'ils ne le sont pas, eh bien, ma foi, ça se passe comme au Libéria ou en Somalie à l'heure actuelle, on laisse faire, et l'actualité ne le mentionne même plus. Alors quand on regarde un petit peu attentivement le planisphère, ce qu'on avait fait la semaine dernière, il y a donc ce classement en 4 grandes catégories et on voit le problème des minorités qui est en train d'apparaître ou de réapparaître. Donc la question qui se pose et que je vous demande, c'est autour des questions de minorités et plus généralement les conflits qu'on va connaître dans le XXIe siècle, ça prendrait quelle tendance selon vous? Comment vous voyez les choses? Écoutez, dans la multiplicité des conflits que nous allons avoir, j'en vois essentiellement 2. D'une part, les émeutes urbaines, dans la mesure où, dans ce qu'on appelle le tiers-monde, Asie, Afrique, Amérique latine, la population a fait plus que doubler, mais que les grandes villes, ce qu'on appelle les mégapoles, ont quintuplé, décuplé. Il y a 10 fois plus d'habitants. Les petites villes comme Lagos, qui faisait 300 000, font 10 millions, etc. Bon, là se coagulent, si vous voulez, toutes les contradictions sociales, particulièrement dans les zones où il y a très peu de développement ou pas de développement du tout. Même quand il y en a, je pense à Los Angeles, les émeutes, très juste. C'est très frappant. Oui, des émeutes de ce type, d'ailleurs, ne sont pas totalement à exclure hors des États-Unis, dans le Nord. D'autre part, il y a le problème de minorité qui est important pour une bonne raison, c'est qu'en 1945, quand il y a eu la Charte des Nations Unies, on a tout axé sur les droits de l'homme qui sont des droits individuels. Je signale d'ailleurs que 20 ans avant, avec la Société des Nations, il était question de droits des minorités. Seulement, entre les deux guerres, celui qui s'en est servi, c'est Adolf Hitler avec les Sudètes. Donc, on s'est dit, on va laisser tomber les minorités, on va faire des droits de l'homme. Et puis, on s'est rendu compte, après la décolonisation, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été essentiellement le droit des peuples colonisés par les Européens, puisqu'on n'a vu nulle part ailleurs de peuple disposer de lui-même. C'est l'intangibilité des frontières. Qui est devenu indépendant? L'Érythrée, parce que
l'Éthiopie de M. Mengistu s'est effondrée, le Bangladesh parce que Mme Indira Gandhi s'en est mêlée, puis c'est tout. Personne n'a le droit d'être indépendant en Asie ou en Afrique. Or, des problèmes de minorités qui ne veulent pas devenir indépendants, qui voudraient juste de l'autonomie, qui voudraient juste des droits culturels, on ne leur accorde même pas ça. Donc, ces problèmes de minorité deviennent de plus en plus importants et jusqu'à maintenant, nous ne sanctionnons pas. Nous avons en 1991 fait une charte des minorités en Europe, mais nous n'avons dit qu'une seule chose, il est souhaitable que. On n'a pas dit qu'il y aura des sanctions sur les États qui violent les engagements qu'ils prennent. Donc on aura, à mon sens, de très gros problèmes de conflit en Asie, en Afrique et probablement d'ailleurs en Amérique latine sur les problèmes indiens dans les années à venir. Moi, ce qui me frappe dans les tendances actuelles, dans les grandes directions actuelles, c'est que les enveloppes territoriales, pour certaines correspondent encore, et d'autres de moins en moins. Ce que je veux dire par là, c'est que la différence nord-sud, par exemple, est de moins en moins sur le Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique, mais elle est à l'intérieur même du Mexique, ce qui fait que la limite nord-sud se déplace. On a la même chose pour le Brésil, on a toute la côte très urbaine, comme vous le disiez, qui reste riche et qui est quand même relativement coupée d'autres parties du Brésil. Le même phénomène est en train de se dessiner sur la Chine, où on a une zone côtière avec un taux de croissance extrêmement élevé et avec une coupure assez nette à l'intérieur de la Chine. On a des poches de la même manière en Inde. Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à des coupures à l'intérieur même des pays, beaucoup plus qu'entre des zones frontières, comme on le voyait les années d'avant? Bon, on assiste aux deux dans la pratique, et je crois que c'est totalement inévitable. Si nous regardons nos propres pays, par exemple, bon, tout le monde sait très bien que dans la France du 19e siècle et du 20e siècle, il y a des zones qui ont été marginales, le sud-ouest, hein, on ne peut pas dire que c'est une zone qui a eu un développement extraordinaire, l'Auvergne. Et puis vous avez à côté de ça des zones qui ont marché très fort, le nord d'une façon générale, le bassin parisien, l'est, etc. On constate la même chose chez les Britanniques. Aujourd'hui, East Anglia, c'est-à-dire la zone qui entoure Londres, c'est la zone qui marche. Puis vous montez 200 km au nord, Birmingham, Liverpool, etc. Dans les 15 dernières années, c'était le désastre. Et même dans un pays comme l'Allemagne, qui est en fin de compte la locomotive de l'Europe, il y a des Länder qui sont infiniment plus dynamiques que d'autres. Je crois que ça, c'est un phénomène général. Il y a des régions qui marchent pour des raisons économiques, géographiques, parfois humaines, mieux que d'autres. C'est un déséquilibre classique. C'est comme quand on vous dit « Ah, c'est une croissance inégale ». Elles sont toutes inégales, les croissances. Je veux dire, même quand on regarde la croissance de la Grande-Bretagne, qui est le premier État industriel, vous bouquinez le vieux livre de Engels là, sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre en 1845, vous dites c'est pas croyable, quoi. C'était eux les plus riches et en même temps il y avait un paquet de misère délirant. Le monde continue à vivre sur ce modèle avec des nantis qui s'en sortent relativement bien et puis des marginalisés. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue à approfondir ces questions la semaine prochaine. On va se pencher sur la thèse des conflits de culture, voire des conflits de civilisation. Ce sera donc un troisième numéro sur cette série des conflits. Je voudrais vous renvoyer à deux bouquins de Gérard Chaliand. Il y a d'abord l'Atlas mondial de la stratégie, dans lequel Chaliand a repéré et désigné les principaux textes liés à ces questions qui vous intéressent. C'est édité dans la collection bouquins chez Robert Laffont, et également l'Atlas stratégique dans sa réédition aux éditions Complexes, qui est l'évolution du monde entre la guerre froide et aujourd'hui. Chaliand, je vous remercie d'être venu commenter les cartes avec nous. Bon, c'est intéressant d'une part, et puis je vous rappelle, parce que tout de même tout cela est bien sérieux, que Chaliand est aussi un auteur de textes de poésie et un grand marcheur.